Le Mali au menu de ce numéro de Angle de vue. S'il y a bien un sujet qui alimente les débats en ce moment, c'est la lettre adressée au président du Haut Conseil islamique du Mali. L'expéditeur ne serait autre que le leader djihadiste touareg Iyad Aghali. Le chef du groupe djihadiste Ansardine a pourtant revendiqué plusieurs attaques dans le nord du pays depuis cette lettre datée du 27 septembre 2016. Mahmoud Dicko, le président du Haut Conseil islamique du Mali, qui dit être en négociation avec ce groupe, serait-il dans un coup de com'? C'est en tout cas ce que laisse penser l'évolution de cette affaire, car Ansardine a catégoriquement nié ce mardi avoir consenti à une trêve. Aussi, une marche a-t-elle été organisée à Ménaka en début de semaine, une centaine de personnes défilant notamment pour protester contre la nomination des autorités intérimaires dans le nord. Démenti de Ansardine et contestation des autorités intérimaires. Quelles issues pour un retour rapide de la paix au Mali? Premier débat du jour sur Angle de vue. Ensuite, Manuel Valls, le Premier ministre français, a bouclé une visite en Afrique de l'Ouest qu'il a notamment conduit au Togo, au Ghana et enfin en Côte d'Ivoire. Un voyage qui pour lui a été l'occasion de présenter sa vision de l'Afrique qu'il considère comme le continent de l'avenir. Mais que cache cette visite de celui qui aujourd'hui, et c'est un secret de polichinelle, a de grandes ambitions? Afrique de l'Ouest, visite de Manuel Valls, renforcer la présence de la France ou accroître son aura? Second débat du jour sur Angle de vue, votre émission qui permet l'analyse de l'actualité sur le continent africain. Voici d'abord le flash, le point de l'actualité sur le continent vu par la rédaction de SICA. En Côte d'Ivoire, et sans surprise avec le boycott de l'opposition, le oui à la nouvelle constitution a remporté une victoire écrasante avec 93,42% des suffrages au référendum. Le taux de participation est en moyenne de 42,42% selon les chiffres de la commission électorale. La Côte d'Ivoire va donc entrer dans sa troisième république une fois les résultats validés par le Conseil constitutionnel. Human Rights Watch a estimé ce mercredi qu'il n'y avait aucun espoir que l'élection présidentielle de décembre en Gambie soit libre et honnête, et ceci en raison des manœuvres d'intimidation contre les partis d'opposition, de la répression contre les médias et l'utilisation à des fins politiques des forces de sécurité. Dans un rapport publié un mois avant l'élection, l'Organisation de défense des droits de l'homme ajoute que le climat de peur empêche de critiquer le président Yahya Jammeh et son gouvernement. En République démocratique du Congo, 6 militants d'opposition tués lors de manifestations contre le président Joseph Kabila ont été enterrés ce mardi à Kinshasa en présence de milliers de partisans de l'opposition à l'issue d'une houleuse procession funèbre. Les 6 militants avaient été tués lors de violences qui avaient éclaté les 19 et 20 septembre dans la capitale congolaise en marge d'une manifestation de l'opposition réclamant le départ du président Kabila au terme de son mandat le 20 décembre prochain. Démenti de Ansardine et contestation des autorités intérimaires, quelles issues pour un retour rapide de la paix au Mali? Premier débat du jour qui s'installe après l'intermède. Et sur le plateau de Angle de vue pour en parler aujourd'hui, Patrick Armand-Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Coach Poyon, bonjour et bienvenue. Bonjour. Face à vous, dites-nous Steve Poton, juriste internationaliste. Steve Poton, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Coach Patrick Armand-Poyon, ma première question est pour vous. À quelles règles obéit ce type de groupe djihadiste? Bon, moi je pense que ce groupe n'obéit à aucune règle. Aucune règle. C'est-à-dire que ils sont dans le trafic de drogue, ils sont dans le trafic d'armes, ils sont dans l'enlèvement, ils sont dans le chantage, ils sont dans les dribleries, ils sont... Bon, vraiment, je crois que le problème n'est pas de ce groupe ou ces groupes qui sont au nord. C'est-à-dire, pour régler ce genre de situation, il faut que l'État existe. Et l'État malien, en réalité, ne fonctionne pas. Vous avez un ministre de la Défense tous les 3 mois. Comment... N'oubliez pas que cet État a été élu et juste après, ils ont réglé un problème sérieux. Le problème du capitaine Sanogo, qui était indétrônable et tout, on l'a fait coffrer en moins de 2 mois. Et ça, on n'a pas continué sur cette lancée. On a viré le ministre de la Défense, on a eu d'autres ministres qu'on a virés. Donc tout cela a fait que, résultat, on est dans une situation où, en face à Bamako, il y a un groupe qui n'est plus crédible pour discuter et pour faire ces choses-là. Et je crois que nous discutons dans ces débats des pistes pour que le chef de l'État puisse prendre ses responsabilités afin que ce problème soit réglé. Ce groupe n'est pas à prendre au sérieux. La bonne preuve, y a-t-il lettre, il n'y a pas lettre. Bon, M. Dicko aussi, bon, on connaît un peu son envie souvent de se faire important et tout. Mais moi, je crois que l'expérience que j'ai
discuté avec le général Moussa Traoré, ancien président du Mali, mérite d'être revisité. Lorsqu'il y a eu la première rébellion sous son régime, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le ministre de la Défense, il l'a amené à la banque. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu signes les chèques seul. Tu ne me demandes plus de compte pour signer les chèques. Mais je te donne 3 mois. S'il y a encore un rebelle ici, tu auras des comptes à me rendre. 2 mois après, il était au Gadou devant lui. Il n'y a plus de rebelles. Il faut frapper. Il faut frapper comme on le fait au Nigeria. Il faut frapper et en frappant, on laisse une main au dialogue, mais il faut frapper. Il est aussi coton. Le président du Haut Conseil islamique du Mali dit avoir reçu fin septembre une lettre dans laquelle le chef d'Ansardine aurait annoncé un cessez-le-feu unilatéral dans tout le Mali. Est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est une stratégie de communication? Et si stratégie de communication il y a, à quelle fin? Alors, je ne dirais pas qu'il y a une stratégie de communication. Ce que je vais plutôt faire, c'est de restituer les réalités de cette lettre. Et les réalités autour de cette lettre, c'est que si nous nous en tenons aux propos de Mahmoud Dicko, il dit que c'est suite à des démarches qu'il a menées envers Ansardine qu'il a eu ce cessez-le-feu. Donc, c'est le résultat d'un processus. Est-ce qu'il a eu la légitimité pour conduire un tel processus? Ça, c'est aux autorités, aux autorités gouvernementales maliennes de répondre à cette question. Est-ce qu'il a été mandaté pour faire de telles démarches? C'est à l'État malien, au président de la République de répondre. Mais ce qu'on sait, c'est quoi? C'est qu'il a dit qu'il a authentifié, qu'il a vérifié l'authenticité de la lettre et que la lettre provient effectivement de Ansardine. Ensuite, il a dit qu'il va rendre compte à qui de droit. Donc, on peut dire à travers ses propos qu'il a été mandaté par qui de droit pour mener cette démarche. Mais il faut aller au-delà de la lettre pour constater que le problème malien, c'est pour ça que je n'utilisais peut-être pas les termes de M. Koyo, je ne dirais pas que ce sont des groupes voyous ou ci ou ça là. Mais ce qu'on constate, et ce qu'a dit M. Koyo est vrai sur le plan du trafic de tout genre et du terrorisme qu'il a dans le nord Mali, d'enlèvement, et qui est l'activité principale de ces groupes-là, et non des revendications politiques que ces groupes font mijoter. Et donc, je dirais, mais pourquoi il y a déjà eu 3 accords sur le nord Mali, et que chaque fois qu'il y a un accord, après l'accord, il y a toujours problème. C'est-à-dire, il y a eu l'accord de 1992, qu'ils ont appelé le pacte national, le pacte national. Après, il y a l'accord de 2006 qu'ils ont signé en Alger le 4 juillet 2006, je pense, et maintenant il y a l'accord de 2015. Mais ce qu'il faut dire, et c'est là où on peut comprendre la démarche de Ansardine, c'est que Ansardine est une faction au départ de MNLA et qui en tout cas, ne faisait pas partie de la coordination des mouvements de l'Azawad qui étaient représentés en Alger l'année passée pour l'accord. Et donc, on peut dire peut-être qu'ils sont en train de revenir à la table de négociation à travers ce cessez-le-feu. Par rapport au contenu du cessez-le-feu, ils ont estimé que le cessez-le-feu ne concerne que les soldats maliens. Et d'ailleurs, dans les 48 heures passées, ils ont frappé et les soldats de l'ONU et les soldats de l'opération Barkhane. Ensuite, pour conclure, le problème de Ansardine pose le problème de l'islam politique en Afrique. Le cas Boko Haram est parti de l'islam politique, c'est-à-dire où les États du Nord du Nigeria ont décidé de pratiquer la charia comme loi qui régit ces États-là. Et le résultat, on a eu Boko Haram. Ansardine et les groupes satellites aussi revendiquent non seulement un califat au Nord, mais qu'ils vont pratiquer la charia, ce qui pose le problème quand même du caractère laïque de la République du Mali. Est-ce qu'ils vont s'entendre? Et c'est là on peut quand même, évoluant dans le débat, apporter des éléments de réponse à ces différentes questions. Alors, coach Patrick Avampouillon, l'imam dit qu'il est partisan de la négociation avec les islamistes maliens. Pour lui, cela permettra de déconnecter ces djihadistes-là des islamistes étrangers. Votre réaction, toi? Non, on n'a pas dissocié. C'est-à-dire que des gens qui ont le sang sur la main, on n'a pas dissocié des Maliens, encore que là, on veut dissocier comment? Parce qu'on sait que les Touaregs peuvent se déclarer Libyens quand ça les arrange, et Maliens quand ça les arrange, et Nigériens quand ça les arrange. Non, moi je crois que
il faut, et d'accord, d'abord, comme l'a rappelé, il a rappelé tout à l'heure, vous voyez, les accords d'Alger ont déjà réglé ce problème. Ceux qui ont le sang des Maliens et autres sous la main ne sont pas invités à la discussion. Parce qu'on ne va pas donner aussi l'impunité à ces gens-là. Donc, il faut traiter avec ceux avec qui il faut traiter. Maintenant, le danger, c'est quoi? À partir du moment où ceux avec qui on est en train de traiter n'arrivent plus à trouver leur compte avec le gouvernement, ils commencent pas à cohabiter encore avec ces terroristes-là. Et donc, dans cette situation, il est difficile de faire la part des choses. Moi, je crois qu'on peut discuter, mais regardez en Irak, on est en train de chicoter. Il faut chicoter d'abord et on discute. Pendant qu'on est en train de chicoter, on est en train de discuter. Mais si on laisse les gens là occuper encore des terrains, occuper encore des zones, c'est vrai que, comme il a dit tout à l'heure, le Mali, je vous dis, est trop vaste. Et la partie vaste n'a rien. C'est vrai que les gens ont dit que c'est parce qu'il y a du pétrole que les Français sont allés là-bas, c'est des histoires. Il n'y a rien dans le nord. C'est une zone désertique. Il n'y a même pas bâtiment en tant que tel. C'est trop vaste. Et donc, le problème qui se pose, est-ce que l'État va mettre autant de moyens pour sécuriser une zone qui ne lui rapporte pas grand-chose? C'est ça le problème. Vous allez au Nord Cameroun, là où il y a Boko Haram, c'est pareil. C'est que c'est une zone presque désertique. Donc, dans ces conditions, les gens s'installent là-bas. Et est-ce que vous savez qu'on peut quitter le Mali pour aller jusqu'au Tchad sans retrouver une seule frontière? On peut quitter le Mali, aller jusqu'au Tchad sans rencontrer une seule frontière en traversant le désert. Donc, vous voyez, c'est une zone de non-loi. Et les gens en profitent pour faire tout ce qu'ils veulent et tout ça. Toutes sortes de trafic. Toutes sortes de trafic. Moi, je pense qu'il faut d'abord, premier problème, il faut d'abord un gouvernement d'union nationale à Bamako. Un État en guerre ne peut pas avoir un gouvernement et une opposition. Ce n'est pas possible. Et il faut que nos dirigeants commencent par se faire accompagner par des spécialistes de ces questions. On ne peut pas avoir d'opposition dans un pays en guerre. Il faut se mettre union sacrée, union nationale pour affronter la situation. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement vient de perdre 10 députés qui ont rejoint encore d'opposition de son propre parti. Et donc, on est en train de vouloir affronter une situation sérieuse avec des gens divisés. Je crois qu'il faut d'abord rassembler le peuple malien pour ce qui est de se réclame du Mali et maintenant aller à la table de négociation et aussi frapper fort. Je crois que c'est comme ça qu'on peut régler cette situation. Alors, Steve Poton, en Sardine, dit exclure toute trêve ou cesser le feu avec le gouvernement apostat et collaborateur de Bamako. C'est leur terme. Hein, et ils se sont dit déterminés à poursuivre le djihad contre les croisés et leurs alliés. Que demande-t-il concrètement, selon vous? Alors, avant de répondre à votre question, je vais commencer par le point de chute de monsieur Pognon. En effet, moi je pense le contraire. Je pense qu'il faut donner la chance à la démocratie dans toutes les situations. Pourquoi? Parce que c'est une aubaine. Et l'unité nationale n'a rien à voir avec l'opposition. On peut être de l'opposition et participer à ce qu'on peut appeler un combat d'unité nationale. On le voit dans plusieurs pays où on connaît la barrière idéologique entre les forces politiques en présence, mais quand il s'agit de faire face à une menace, ils se mettent ensemble. On a vu le président Hollande applaudir au Congrès, Sénat et puis Assemblée nationale réunie. Donc, ce n'est pas un problème d'opposition, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, le fait d'avoir des contradicteurs permet de vérifier sur ce qu'on peut appeler l'efficacité des actions qu'on veut mettre en œuvre pour contrer une menace. Est-ce que vous voyez? Ou bien, surtout, je dirais, de la pertinence des actions qu'on veut mettre en œuvre pour contrer une menace. Mais par rapport à votre question, et c'est ça votre question sur ce que veut concrètement Ansadi, c'est ça en fait le problème du Mali. Parce que l'une des caractéristiques essentielles de Ansadi, c'est qu'un mouvement qui est en reconfiguration perpétuelle, c'est qui change de chef et change de mode opératoire à tout moment. Et c'est là où, c'est pour ça que je me dis, mais qui est le qui de droit qui a mandaté le Haut Conseil, le président du Haut Conseil islamique malien, cette médiation qui ne dit pas son nom. Sinon, ce que je sais, c'est que le vendredi passé, le comité des états-majors pour lutter contre le terrorisme dans la zone s'est encore réuni, où il y a eu les autorités en matière sécuritaire algériennes, tchadiennes, nigériennes, maliennes, burkinabèses qui se sont réunis à Bamako.
Et le mot d'ordre, c'est de frapper, comme l'a dit M. Poyon, très fort dans la zone sahélienne. Et donc, ce que veut concrètement aujourd'hui en Sardine, c'est d'installer la charia au nord du Niger. Et ça, il ne le cache pas. C'est d'attaquer ce qu'ils appellent les forces d'occupation étrangères, alors que ce sont ces forces d'occupation étrangères qui ont apporté le salut, entre guillemets, aux populations du Nord. Et comme l'a dit M. Poyon, et cette question devait être la question centrale. Le nord du Mali, avec 3 régions, Tombouctou, Gao et puis Kidal, ces 3 régions font 4/5 du territoire malien. Et je ne comprends pas, c'est pourquoi, qu'il y ait de ressources minières, qu'il y ait de ressources naturelles sur ce territoire ou pas, au regard du principe de l'intangibilité des frontières, je ne pense pas que le Mali peut se targuer de dire « je suis prêt à céder 4/5 de mon territoire ». Je ne pense pas. Et d'où il faut trouver une solution. Je pense qu'une solution a été trouvée dans l'accord d'Alger, c'est-à-dire de créer une zone, une région autonome avec une décentralisation autonome. On va y arriver. En fait, je voudrais soulever 2 choses. Oui, la première, c'est que les accords d'Alger demandent des modifications dans le fondement du Mali. Et donc, on ne peut pas le faire avec une opposition, puisque le chef de l'État n'aura pas le courage de faire quelque chose qu'on peut traiter de trahison, de parjure, de ceci demain. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin de cette reconfiguration politique du pays pour faire face à cette demande-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le Nord. Au Nord, ceux qui réclament aujourd'hui les Assadines et tout ça, ne font que 10% de l'ethnie Touareg. Je ne parle même pas des ethnies du Nord. Il ne faut que 10% de l'ethnie Touareg. Donc les populations du Nord disent, même quand on parle de fédéralisation du pays, c'est pour confier à qui? Parce qu'eux, ils ne veulent pas élection. Eux, ils veulent qu'on leur confie ça à eux. Eux, ils vont gérer. Donc c'est pour dire que la contradiction est déjà d'office dans les groupes ethniques du Nord. Donc si nous ne faisons pas la paix à Bamako, et que nous devons aller sur des bases qui modifient le fondement de la nation malienne. Parce qu'on dit fédéralisation, c'est une modification constitutionnelle. Comment on peut amorcer ça avec une opposition de plus en plus forte qui peut empêcher la mise en place des accords qu'on a signés? Donc, je crois qu'aujourd'hui, face à cette situation, il faut dépasser les petits problèmes domestiques, les petits problèmes de choses là, pour aller à un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire, on partage le pouvoir, on gère la crise ensemble. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir dans cette situation. Alors, Djibril Poton, il y a une centaine de personnes qui ont aussi défilé à Ménaka pour protester contre la nomination des autorités intérimaires dans le Nord. Cela remet carrément en cause l'accord d'Alger signé par les partis qui sont allés au dialogue. Je ne saurais dire que cela remet en cause les accords signés. Mais que les populations contestent une nomination, cela va de soi en démocratie. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? L'accord d'Alger ne saurait être appliqué en une année. Ce n'est pas possible. L'accord d'Alger trace un processus. Et un processus qui va aboutir à des élections dans le Nord. Et même si on ira aux régions autonomes avec des pouvoirs considérables, c'est qu'il y aura élection. Ce que moi je dis, c'est qu'il faut aller au-delà de Bamako, comme vous vous centralisez sur Bamako, parce que si nous faisons la cartographie des acteurs au nord du Niger, on aura environ 2 grands acteurs, et dans les 2 grands acteurs, il y a les acteurs visibles et les acteurs invisibles. Maintenant, dans les acteurs visibles, il y a 4 catégories d'acteurs. Il y a les acteurs étatiques, et les pays Mali même, Burkina, Niger, qui ont aussi des problèmes, et qui ont aussi les Touaregs comme problème. Il y a des acteurs supra-étatiques, c'est-à-dire l'ONU, CEDEAO, l'Union africaine, et qui sont aussi impliqués dans la résolution du conflit. Il y a maintenant ce qu'on peut appeler des acteurs, des acteurs asymétriques, des groupes d'autodéfense, des groupes armés d'autodéfense. Et à travers ces groupes, il y a encore 2 catégories de ces groupes-là.
il y a Ansardine, qui est une nébuleuse qu'on peut traiter de groupe illégal et terroriste qui s'associe à des méthodes de Boko Haram ou bien des méthodes de AQMI. Et vous avez maintenant des groupes comme MNLA, Moudjao, qui ont décidé d'accompagner le processus de la pacification du Nord Mali. Mais dans les groupes invisibles, il y a des pays comme le Qatar, qui visiblement ne dit rien, mais on sait que ces pays ont des intérêts dans le Nord Mali. Comment peut-on imaginer que Qatar a des intérêts dans le Nord Mali et intérêts pour quelle fin? Et donc je pense qu'on ne saurait maîtriser ces groupes comme vous le souhaitez sans qu'il y ait ce qu'on peut appeler une conférence internationale sur le Nord Mali. Je pense qu'il faut aller à cette étape-là. Les différentes parties... On a beaucoup fait ça. Vous savez, on a beaucoup fait ça. Je dis là. Vous voyez, en Irak, on est en train de frapper. C'est-à-dire qu'il faut frapper. C'est-à-dire qu'on va discuter après avoir changé les rapports de force. Mais les rapports de force actuellement ne sont pas bons, ne sont pas en faveur du Mali. La France les a aidés, on a chicoté ces gens-là, on les a mis hors d'état, on les a envoyés pratiquement à la sortie du Mali. Maintenant, comme l'Algérie, lui, chicote là-bas, il faut revenir ici. Comme le général de la Libye est en train de chicoter dans le sud de Libye là-bas. Le général Haftar. Il faut revenir ici. Donc, c'est parce que c'est le maillon faible aujourd'hui. Le maillon faible aujourd'hui du Sahel, c'est le Mali. Et pourquoi le maillon est faible? Le gouvernement n'est plus légitime. Et quand on n'est pas légitime, on appelle les autres et on travaille. Ils ont progressivement perdu leur légitimité en tergiversant, en changeant des ministres à tort et à travers, en changeant ceci, le parti qui s'implique totalement dans la gestion de la nation et ne permet pas aux ministres qui sont indépendants, techniciens, de travailler. Donc, nous sommes dans une situation où le régime au Mali est le maillon faible de la sous-région. Et donc, tout le monde revient au Mali et occupe ce terrain-là. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour qu'on règle ça, si on ne peut pas aller à une élection parce que le mandat n'est pas terminé, il faut rassembler les forces pour pouvoir affronter. Parce que lorsque vous voulez affronter, vous devez avoir l'autorisation de l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas la majorité là-bas. Voilà les problèmes que le Mali a aujourd'hui. Et même cet accord-là, pourquoi la population rejette l'accord? Parce que l'accord accorde des choses aux rebelles que la population ne veut pas. Voilà, même la population de Bamako ne veut pas entendre parler de fédéralisation du pays. Normalement, cet accord même doit être négocié et passé par un référendum. Parce qu'il faut que le peuple se prononce sur les modifications constitutionnelles. Vous voyez, cet accord demande des modifications constitutionnelles. On n'a pas fait. Et on est en train de dire qu'on est en train de réaliser l'accord. Je ne sais pas quel accord on va réaliser, alors que mieux. Tout à l'heure, il a été dit qu'il faut faire des élections là-bas. Ça veut dire que même si les groupes rebelles laissent écrire ça dans les accords, ils savent très bien qu'ils vont faire des perturbations pour que ça n'arrive pas. Parce qu'ils ne pourront pas gagner les élections là-bas. Donc voilà de quoi il s'agit. Nous sommes dans une situation où, et je suis d'accord, le Qatar, tout ça là, le Qatar ne sait se taire que lorsqu'on a frappé correctement. Et c'est ce qui se passe en Irak aujourd'hui. Et c'est ce qui va se passer dans une partie de la Syrie où les forces arabes elles-mêmes vont aller mettre de l'ordre dans ça. Et je crois qu'aujourd'hui, regardez le Niger, quand ça les a dépassés, ils ont appelé le Tchad au secours, qui est venu avec un mandat très clair, nettoyer Boko Haram. Alors qu'au Mali, le Tchad est là-bas avec 2000 hommes, mais ils n'ont pas l'ordre de faire la guerre. Ils n'ont pas l'autorisation de faire la guerre. Donc on est en train de les attaquer, mais eux, ils n'ont pas le droit d'attaquer avec des mandats bizarres des Nations Unies, où on n'attaque jamais, où on est là, on met des milliers de soldats et on n'attaque jamais. Il faut que cela change. Les propos du coach Pouyon montrent encore l'autre face de la question, c'est que le mandat de la MINUSCA est quand même un mandat assez clair. La MINUSCA a le droit de recourir à l'usage de la force pour rétablir l'autorité de l'État et pour protéger les populations civiles. Mais dans la pratique, ce n'est pas l'impression que l'on a sur le terrain, alors que c'est un mandat qui a été renforcé par une résolution de l'ONU récemment avec un peu plus de 12 000 hommes sur le terrain. Qu'est-ce qui explique cette difficulté des missions de l'ONU à agir sur le terrain? On a vu récemment le cas au Soudan du Sud où c'est un responsable de la mission qui a été incriminé dans un rapport pour sa gestion extrêmement légère de ce qui doit être fait pour amener le commandement à réagir. Alors, je ne vais pas faire la même comparaison avec la situation au Nord Mali. Pourquoi? Parce que au Mali,
il y a du terrorisme, alors qu'on n'est pas en face du terrorisme au Sud-Soudan. Et là où il y a du terrorisme, il y a ce que les gens appellent de façon conventionnelle la guerre asymétrique. Et dans une guerre asymétrique où vous avez une armée conventionnelle, c'est que je veux dire armée conventionnelle d'un État, ou bien une force des Nations Unies qui est là, qui doit assurer la sécurité des biens et des personnes dans une zone, mais vous avez un groupe armé qui ne vient pas sur le terrain de la bataille, mais qui choisit des attaques ciblées, des attaques non conventionnelles, même si on peut s'exprimer ainsi, et surtout souvent des attaques sur des populations civiles. Donc c'est très très difficile aux forces d'intervention, encore que cela est déjà difficile pour l'armée malienne elle-même. Donc c'est difficile pour les soldats de la MINUSCA de contrer, surtout le modus operandi de Ansardine, c'est ça qui pose problème. Vous avez des Touaregs qui peuvent se cacher sous le sable. Mais ce n'est pas impossible, parce que le Tchad l'a réussi. Il a aidé le Nigeria à le réussir pratiquement. Il a aidé le Niger à le réussir. Il a aidé le Cameroun. Parce que là-bas, ce n'est pas une résolution des Nations Unies. C'est l'État qui demande à un État voisin qui maîtrise ce genre de guerre, qui maîtrise ce genre de situation. Vous savez, quand les Tchadiens combattent, ce n'est pas avec... on se cache derrière des tracteurs, c'est corps à corps. Ils vont en corps à corps. Ils savent comment chicoter ces gens-là. Et je crois que c'est ça. Moi, je dis même en Irak et autres, on mettrait les Tchadiens qui feront mieux que les gens qui sont en train de faire la guerre. Il faut que l'État malien, d'abord, soit en mesure de faire appel à un État directement pour venir l'aider. Mais pour le faire, il faut avoir un regroupement national qui permet à l'Assemblée nationale d'accompagner la chose. Voilà là où le problème se pose. Le PDIBK est paralysé par le fait que l'opposition a grandi. Et aujourd'hui, il est verrouillé par un accord qui ne peut pas appliquer, une opposition qui est là en train de protester, parce qu'on ne leur a rien donné. C'est normal, parce qu'ils ne vont pas rester là à encourager un gouvernement qui ne leur donne rien, ni un poste, ni ceci, ni cela, parce qu'ils ils ont aussi l'obligation de conquérir le pouvoir d'État. Si je reviens à ce que je disais, il faut d'abord mettre de l'ordre dans la maison Mali, ensuite il faut de la rigueur, il faut frapper, et si l'armée malienne ne peut pas, elle n'a qu'à solliciter de l'aide pour frapper, c'est très important. Alors, oui. Je pense que si toutes les présences que nous avons, toutes les présences, de toutes sortes que nous avons au Nord Mali, si vraiment cela ne suffit pas à frapper, je pense quand même qu'il doit avoir un problème. Oui, il doit avoir un problème. Donc, si c'est les mandats qu'il faut modifier, je pense que cela devrait être déjà. Non, ça ne peut pas se faire justement à cause de ce que vous avez dit. Parce que quand on va passer au Conseil de sécurité, le Qatar, avec sa mallette d'argent, ceci peut bloquer des résolutions. C'est-à-dire, vous savez, les résolutions qui passent aux Nations Unies sont toujours dépouillées de l'essentiel. Parce que les intérêts sont divergents et on dépouille ça totalement. Donc finalement, les gens sont sur le terrain. Et vous l'avez vu la dernière fois, on a tué les Burkinabés, vous savez d'où ils revenaient? Ils sont allés boire la bière. Et au retour, ils sont tombés dans un guet-apens et ils sont morts. Parce qu'ils n'ont rien à faire, ils vont boire la bière, ils vont aller se distraire. C'est pour dire que véritablement, il faut quitter ce statut des Nations Unies qui ne permet pas d'agir et avoir des accords pour pouvoir agir. Le président Ibeka l'a dit dans son discours, le jour de la signature des accords, qu'on nous laisse travailler. Mais il ne s'agit pas de le dire, il faut travailler stratégiquement à obtenir cette liberté. Messieurs, la difficulté qu'aujourd'hui l'armée malienne a de défendre son territoire, est-ce que ces difficultés ne sont quand même pas liées aussi au problème, même au sein de cette armée-là? On sait qu'il y a eu des dissensions depuis le départ de l'ancien président Amadou Toumani Touré. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali a réussi à pacifier, a réussi à accorder les généraux ou à assembler ce qu'il faut? On sait qu'il y a eu des défections au sein même de l'armée. Il y a d'anciens généraux qui ont rejoint le camp des rebelles, parfois même des djihadistes. Est-ce que tout cela ne participe pas des difficultés que l'armée malienne a aujourd'hui à gagner cette guerre-là face au terrorisme? Non, l'armée malienne n'est pas divisée. Vous savez, le peuple malien a une relation de fierté avec son armée. Ils ne sont pas divisés. Ils sont capables de faire. Ils sont capables de frapper. Le problème, à leur niveau, c'est que quand la chaîne de commandement ne fonctionne pas bien, et c'est ça qui a fait tomber le Nord Mali. Parce que quand on a fait le coup d'État de ATT
ATT a disparu avec la chaîne de commandement. Résultat, les gens sont sur le terrain, ils n'ont pas d'instruction. Je crois qu'au niveau de la troupe, il n'y a pas... Parce que le sentiment nationaliste au Mali est très développé. Face à l'attaque de la nation, les soldats sont prêts à combattre. Maintenant, il faut un mandat clair. Il faut des instructions claires. On les a mis dans des casernes, ils sont là assis. On fait une guerre asymétrique en étant là assis. Et donc, un jour, les rebelles viennent attaquer, et puis c'est en ce moment on prend les armes, on commence pas à chercher à riposter. Non. Et je crois que l'autre chose qu'il faut reconnaître, c'est la formation. Ils ont besoin de formation pour s'adapter à ce type de guerre. Sinon, unis, ils le sont. Ils ont besoin de formation, ils ont besoin d'appui de ceux qui savent faire ce genre de guerre. Ça s'est passé à N'Djamena, où il y a eu 1 ou 2 attentats. Mais rapidement, vous savez la décision forte qu'il a eu à prendre. Quand il y a eu attentat à N'Djamena, lui, musulman ponté, il a interdit comment on appelle, les turbans. Il a interdit les voiles parce qu'il dit on veut voir désormais quiconque circule dans le pays. Donc il a pris des mesures fortes pour mettre de l'ordre. Aujourd'hui au Mali, même à Bamako, on porte toujours des turbans. Et quand quelqu'un porte un turban aujourd'hui pour entrer dans un bar à Bamako, tout le monde fuit, tout le monde part parce que c'est dit est-ce que c'est pas un djihadiste. Donc c'est pour dire qu'il faut des mesures fortes. Et là aussi, le président Ibeka, trop sous l'autorité du Haut Conseil islamique, sous l'autorité parce qu'il a côtoyé un peu la religion pour pouvoir venir au pouvoir, il lui est difficile de prendre certaines décisions, de prendre certaines choses là. Donc bref, il faut un État fort au Mali et que cet État fort puisse frapper avant qu'on ne parle de négociation. Alors la situation sécuritaire des plus préoccupantes aujourd'hui, même à Bamako, aujourd'hui, il ne se passe plus un jour sans qu'il y ait des attaques ou des vols. Même les banquiers se sont réunis et ont dénoncé un certain nombre de choses. Et si aujourd'hui on faillit à sécuriser à Bamako, est-ce qu'on peut gagner cette guerre-là? Dis-nous si pourtant rapidement, en quelques secondes. C'est là où je m'en vais venir pour dire il y a une autre, un autre défi, je vais dire, de la reconstruction de l'armée malienne. Parce que avec le colonel Sanogo, on a constaté que l'armée malienne, quand même, c'était une armée désuète. Une armée vraiment rétrograde. Et il faut saluer l'Union européenne qui fait un travail là-bas à travers la formation et la reconstruction de l'armée malienne. Mais il faudrait que ça aille vite. Parce que, comme vous l'avez dit, si on n'arrive pas à sécuriser Bamako, la reconquête du Nord va être très, très difficile, pour ne pas dire impossible. Oui. Alors, messieurs, merci. C'est déjà la fin du premier débat. D'abord le flash, puis le point de la visite en Afrique de l'Ouest de Manuel Valls, le Premier ministre français. En Côte d'Ivoire, et sans surprise avec le boycott de l'opposition, le oui à la nouvelle constitution a remporté une victoire écrasante avec 93,42% des suffrages au référendum. Le taux de participation est en moyenne de 42,42% selon les chiffres de la commission électorale. La Côte d'Ivoire va donc entrer dans sa 3e république une fois les résultats validés par le Conseil constitutionnel. Human Rights Watch a estimé ce mercredi qu'il n'y avait aucun espoir que l'élection présidentielle de décembre en Gambie soit libre et honnête, et ceci en raison des manœuvres d'intimidation contre les partis d'opposition, de la répression contre les médias et l'utilisation à des fins politiques des forces de sécurité. Dans un rapport publié un mois avant l'élection, l'Organisation de défense des droits de l'homme ajoute que le climat de peur empêche de critiquer le président Yahya Jammeh et son gouvernement. En République démocratique du Congo, 6 militants d'opposition tués lors de manifestations contre le président Joseph Kabila ont été enterrés ce mardi à Kinshasa en présence de milliers de partisans de l'opposition à l'issue d'une houleuse procession funèbre. Les 6 militants avaient été tués lors de violences qui avaient éclaté les 19 et 20 septembre dans la capitale congolaise en marge d'une manifestation de l'opposition réclamant le départ du président Kabila au terme de son mandat le 20 décembre prochain. Afrique de l'Ouest, visite de Manuel Valls, renforcer la présence de la France ou accroître son aura, place au débat après la virgule. Tournée en Afrique de l'Ouest de Manuel Valls. Le débat se poursuit avec vous, monsieur Patrick Amampoyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Dites-nous, Sipoton, juriste internationaliste, Sipoton, tournée en Afrique, sous quel angle placez-vous cette tournée de Manuel Valls? Comme vous l'avez annoncé en titre, c'est-à-dire réconforter les positions de la France et peut-être, c'est-à-dire quoi, redorer le blason de Madame Bien, réajuster la posture présidentielle de Manuel Valls, si posture présidentielle il y a. Alors, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que
on est d'accord sur le fait que la France a des intérêts, a des liens traditionnels avec l'Afrique de l'Ouest, surtout l'Afrique francophone. Et donc, qu'un Premier ministre visite, qu'une autorité d'abord française visite l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas un problème. Maintenant, la question que moi je me suis posée, c'est quoi? Le Premier ministre quand même français qui est chargé des affaires internes, de la gouvernance à l'interne du pays, qui vient sur le volet international, les relations internationales, qui est souvent dédié au président de la République et qui les exerce à travers le ministre des Affaires étrangères. Ça, je pense quand même, j'ai dit, je ne sais pas, je me suis posé des questions. Peut-être qu'avec le temps, on va trouver des réponses à ces questions. On va bien soulever ces questions et trouver des réponses à ces questions. Alors, Coach Poyon, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, est-ce un choix anodin de ces pays-là, ces trois pays-là? Non, parce que le Togo a besoin de légitimité. Alors, c'était bon à prendre. Et donc, ils ont pris. Il a besoin de trouver. Et il a trouvé les pays qui étaient prêts à prendre. Donc, le Togo a pris. Le Ghana est en bas d'une élection. C'est bon de prendre une visite d'un Premier ministre. À défaut d'avoir encore à rééditer la visite d'Obama, il faut prendre ce qui est là. Ouattara, et bon, il est en train de préparer son référendum. Les nouvelles n'étaient pas bonnes, donc il faut avoir une légitimité. Donc, il a saisi la balle de ceux qui ont besoin de légitimité. Mais il y a une chose formidable dans cette visite. Le Gabon était prévu. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Manuel Valls savait que Jean-Ping allait passer et qu'il allait passer le saluer. Résultat, leur plan n'ayant pas marché, le Gabon a été retiré de la liste. C'est pour dire simplement que je me réjouis du fait que les pays africains sont de plus en plus, ne sont plus demandeurs de ce genre de visite. Parce que, vous voyez, ce genre de visite, et il aurait pu faire beaucoup de pays, et parfois même il n'a pas dormi dans certains pays. On est venu juste, ça va bien, en commanderie, et ça coûte des milliards. C'est ça le danger de la chose. Et il est venu avec des hommes d'affaires qui vont signer des contrats, qui vont signer ceci et tout ça. Il faut que nous-mêmes, Africains, je ne veux pas m'attaquer au chef d'État, nous, citoyens africains, nous cessons de remettre en cause en permanence la légitimité de nos dirigeants afin qu'ils ne soient pas tout le temps en train de rechercher cette légitimité dans des visites des chefs d'État. Voilà ce que je peux dire. Et dire que cette visite, ça peut lui permettre d'avoir une posture présidentielle, mais la France va mal, comme il a dit, la France va très mal pour que ce soit le Premier ministre qui aille faire une tournée que le président de la République doit faire. Alors, Steve Poton, on a parlé de sa visite en Côte d'Ivoire. Il a rencontré Daniel Kabla-Duncan, son homologue ivoirien. Il a aussi rencontré le chef de l'État. On parle de relations privilégiées entre les deux pays. Est-ce qu'il n'est pas en train de chercher une assise, je ne sais pas, une assise internationale? Parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, la question est en train de se poser de la succession de François Hollande à 6 mois de l'élection en France. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une sortie qui est quand même à dessein? Alors, s'il faut succéder à François Hollande, il faut le faire en France, pas en Afrique. De toute façon, il ne va pas gouverner en Afrique, il va gouverner en France. Non, si nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, nous savons la Côte d'Ivoire d'Oufeu qui a eu par le passé des relations très, très, très privilégiées avec la France. Donc, on peut comprendre que pour la classe politique française dans son entièreté, la Côte d'Ivoire, c'est comme une ville de la France. Je ne dis pas que la Côte d'Ivoire est sous tutorat de la France, ce n'est pas mon intention, mais ils ont des relations privilégiées, que ce soit même au temps de Gbagbo avec les socialistes ou bien avec Ouattara, avec la droite française. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que, comme l'a dit monsieur Poyon, nous devons cesser de remettre en cause la légitimité de nos chefs d'État. Et même si nous avons des problèmes avec nos chefs d'État, vraiment, il y a de la place au dialogue et surtout il y a de la place pour le développement de nos pays. Et le fait que, si vous voyez l'agenda, et si vous voyez peut-être que le Ghana, puisque quand même le Ghana est un modèle de démocratie aujourd'hui qu'on peut saluer, on peut être fier du Ghana, et je pense, ce que j'allais dire peut-être par rapport à cette visite, c'est que la France aujourd'hui a un regard sur tout ce qui se passe dans l'Afrique anglophone. Et surtout dans l'Afrique anglophone à l'ouest. À Paris, il y a deux acteurs. Ou bien, il se dit souvent qu'il y a deux acteurs dans l'Afrique de l'Ouest. Il y a le Nigeria et la France. Et ça dit quoi? Les pays francophones, tous pour discuter avec eux, il faut discuter avec Paris d'abord. Et il y a le Nigeria qui est le grand à côté.
On a vu l'une des premières visites à l'étranger du président Buhari, c'est d'aller chez le président François Hollande. Donc, tout ça, pour dire quoi? Pour dire enfin que, de toute façon et de toute évidence, Manuel Valls ne saurait faire cette visite, cette tournée, sans l'approbation du président de la République. Et donc, c'est en cela que je dis, l'aspect conforter les relations franco-africaines est très poussé, est très lisible dans cette tournée, puisque de toutes les évidences, même si le Premier ministre français, M. Manuel Valls, doit être candidat quand même. Il y a combien d'électeurs en Afrique de l'Ouest? Il y a combien d'électeurs en Afrique de l'Ouest qui votent dans... Non, mais il y a de l'argent en Afrique de l'Ouest. Moi, je ne sais pas, monsieur. Coach, moi, je ne sais pas, mais monsieur Coach Poyon, parlons de sa visite au Ghana. Il a parlé d'une alliance du XXIe siècle entre l'Europe et l'Afrique. Et il semble avoir peur de ce que représente aujourd'hui la Chine pour certains États africains. C'est normal qu'il ait peur. Parce que les hommes d'affaires français ont quitté l'Afrique. Et on leur a demandé pourquoi. Ils disent l'Afrique est trop en train de pleurer au lieu de traiter affaires. Et 88%, un sondage récent, 88% des Français réclament le retour des hommes d'affaires, surtout pour réparer le préjudice fait à l'Afrique. 88% des Français demandent à la France d'électrifier l'Afrique. C'est des sondages qui viennent de sortir. Les Français, en tant que citoyens, sont conscients que la France a dépouillé l'Afrique et il faut réparer le mal. Donc, le gouvernement est sous cette pression de 88% de Français qui demandent la chose. Mais dans le même temps, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de programme d'action, il n'y a pas de stratégie, il n'y a que des discours. On a parlé de l'Union de la Méditerranée ici avec Sarkozy, ça n'a rien donné. On parle d'alliance du 21e siècle. Il faut que les gens cessent d'écrire un discours entre un avion et venir ici. Je vais vous donner des exemples. François Hollande est venu au Bénin. Pendant que Yahi Boni faisait son discours, il baillait. Il baillait. C'est autrement dit, c'est une parenthèse. Il est venu faire une parenthèse. Donc c'est pour dire qu'il faut que nous-mêmes, Africains, nous nous prenions au sérieux. Le Bénin, le Togo, avec le Nigeria, avec le Ghana, on a plus à faire et à gagner qu'avec la France. Il faut qu'on rentre dans un partenariat gagnant-gagnant entre nous-mêmes, Africains, au lieu d'être tout le temps tournés vers la France qui ne pense qu'à ses intérêts. Alors, Steve Poton, ces propos, il ne faut pas les oublier. Sa visite au Ghana, c'est aussi pour dire qu'aujourd'hui, l'Afrique anglophone intéresse la France. On ne va pas dire que ce sont uniquement les anciennes colonies qui intéressent. Est-ce que c'est dans cet ordre-là que la visite au Ghana est d'importance? Il a notamment visité des lieux symboliques de traite négrière, notamment au Ghana. Alors, en marge de la visite au Ghana. Et je vais prendre une partie de ce qu'a dit M. Pognon, c'est-à-dire en ce qui concerne les sondages, pour dire il y a un élément de langage, ou bien un paradigme qui est apparu subitement depuis 5 ans. L'Afrique est le continent de l'avenir. Et donc, ce faisant, tout le monde veut savoir ce qui se passe en Afrique. Mais moi, ce que je voudrais dire, à contrario de ce postulat, d'abord, il y a des relations privilégiées, que ce soit en matière culturelle, et en matière, je vais dire, en matière d'échange, en matière grise, entre les sociétés africaines et la société française. Et ça n'a rien à voir avec la classe politique. Vous avez des écrivains qui s'associent sur des projets, vous avez, culturellement parlant, des artistes, que ce soit de part et d'autre de la Méditerranée, qui s'associent sur des projets et qui travaillent et qui avancent. Mais l'aspect politique des relations entre l'Afrique et la France, c'est ça qui pose problème. Comment trouver des solutions à cela? Je ne pense pas que c'est à travers les visites de Manuel Valls qu'on va trouver des solutions à ces problèmes. Il faut que nos dirigeants, il faut que l'Afrique d'abord fasse ce qu'on peut appeler l'aggiornamento. Il faut qu'on fasse notre mise à jour, qu'on sache que nous devons assumer notre destin nous-mêmes. Ce que je dis, c'est au-delà du discours, mais c'est un principe simple. Il faut que nous acceptions que tout ce qui peut nous arriver du mal, cela relève de notre responsabilité. Et tout ce qui peut nous arriver comme bien relève de notre responsabilité. Si nous sommes d'accord sur ça, moi, je n'ai pas peur des autres. Je n'ai pas peur que nous ayons des collaborations avec la France, que nous ayons des relations avec la France. Mais venez, nous allons discuter d'égal à égal. Nous avons la possibilité sur des sujets donnés, et surtout des sujets très importants, de discuter d'égal à égal, si nous voulons.
Rapidement, coach Poyon, au Togo, il a parlé d'un défaut d'intérêt de la France, et alors que le Togo change dans le bon sens. Il faut rappeler que ça va faire, disons, 20 ans, sinon plus, qu'un responsable de ce niveau-là n'était pas allé au Togo depuis 89. Depuis 89. En réalité, effectivement, vous savez, il y a 10 ans, je m'amuse souvent à taquiner les Togolais en disant il y a 10 ans, c'est pas celui qui a gagné qui est au pouvoir. Il y a 5 ans, et c'est celui qui, on ne sait pas qui a gagné. Et cette fois-ci, on est sûr, fort à gagner les élections. Voilà ce qu'il appelle dans le bon sens. Donc, on est au moins dans une élection reconnue par les Nations Unies comme crédible cette fois-ci. Il faut encourager la chose. Seulement qu'en le disant comme ça, c'est à croire que la France soutient la démocratie, c'est faux. La France ne soutient pas la démocratie, la France soutient ses intérêts. Bon, maintenant ça va avec la démocratie, c'est une bonne chose. Messieurs, merci. Était sur ce plateau coach Patrick Armand Poyon. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous, dites-nous Steve Poton, juriste internationaliste. Ce sera tout pour ce numéro de Angle de Vue. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèle à SICA. À suivre un autre point de l'actualité.